Résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 23 décembre 2003, modifiée le 26 janvier 2018, qui a consacré la date du 7 avril comme, je cite, une journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Il y a une règle sur laquelle nous sommes tous d'accord. C'est que s'il n'y avait pas eu une ingérence européenne en Afrique et au Rwanda en particulier, nous ne serions pas en train de faire une conférence comme celle-ci sur un génocide ayant emporté plus d'1 million de personnes tuées pour ce qu'elles étaient. Je le dis avec conviction en me référant aux propres écrits des premiers missionnaires arrivés au Rwanda qui ont décrit une société unie et unifiée. Je cite deux exemples. Le premier ouvrage, celui des missionnaires catholiques publié à Kabgayi en 1930, chanoine Louis Dorager, intitulé « Le Rwanda ancien et moderne », dans lequel il s'émerveille devant l'unité des Rwandais en ces termes, je le cite, « Les indigènes de ce pays ont bien le sentiment de ne former qu'un seul peuple, celui des Rwandais, qui a donné son nom au territoire. Ce sentiment prend la forme qu'il revêt normalement chez les sédentaires d'attachement au sol, non pas seulement au foyer, à la commune ou à la province et au territoire ancien, obéissant au même prince. Le patriotisme se traduit dans l'attachement à la dynastie régnante. » Fin de citation. Le second ouvrage, c'est un ouvrage historique bien connu, écrit par un père blanc, Albert Pagès, en 1933, intitulé « Un royaume hamite au centre de l'Afrique ». Voici ce qu'il dit à propos de l'unité des Rwandais. Les Rwandais étaient persuadés, avant la pénétration européenne, que leur pays était le centre du monde, le plus puissant et le plus civilisé de toute la terre. Il faut ajouter l'unité linguistique qui, presque absolue d'un bout à l'autre du territoire, conditionne la facilité des relations entre les habitants, l'unité des institutions de coutume et d'usage dans la vie privée, la vie sociale et la vie publique, entre concitoyens de conditions différentes et enfin l'unité religieuse. Mesdames et messieurs, une société unie de ce point, telle que les premiers Blancs l'ont trouvée, ne pouvait en aucun cas aboutir à un génocide si ces valeurs n'avaient pas été détruites par les occupants blancs pour leurs propres intérêts. En peu de mots, l'origine profonde du génocide des Tutsis se trouve dans la colonisation belge qui a détruit l'identité existentielle du Rwandais. Après, la Belgique a idéologisé des partis politiques rwandais, tels Parme Hutu et Aprosoma, qui ont poursuivi l'œuvre ravageur de la colonisation. C'est finalement l'élite rwandaise, au niveau politique, universitaire, militaire, religieuse, société civile et autres, formée dans ce système discriminatoire belge qui a pensé intellectuellement le génocide. Nous estimons que cette conférence permettra particulièrement aux jeunes de comprendre le modus operandi de ce génocide qui a été un crime soigneusement conçu, élaboré et commis au nom d'une idéologie ethniciste et politique. Le moment de cette conférence est important car nous voyons la résurgence dans notre région des mêmes idées, des mêmes idéologies et des mêmes complicités comme celles qui ont eu libre cours au Rwanda entre 1990 et 1994. Ces événements
se manifestent par la falsification des faits, le détournement des responsabilités, la criminalisation des victimes et la sanctification des bourreaux. Pire encore, nous observons le négationnisme grandir en Europe, notamment en Belgique, où il se déroule impunément. En France, ce crime est réprimé sur instruction du parquet, comme on l'a vu en décembre 2024, avec la condamnation de Charles Onana pour le négationnisme du génocide des Tutsis. Une première en dehors du territoire rwandais, nous nous en félicitons profondément. De nos jours, nous observons l'apparition d'actes acceptés par des États visant le sabotage des commémorations du génocide commis contre les Tutsis. C'est le cas en Belgique, où des villes comme Bruges et Liège, qui est la plus grande ville francophone belge, interdisent les commémorations publiques du génocide des Tutsis. C'est un scandale, d'autant plus que la Belgique, quand elle diabolise le Rwanda, sous prétexte d'un conflit strictement interne qui se déroule sur le territoire congolais, avance qu'elle le fait en application du droit international. Or, l'établissement du droit du génocide des Tutsis est aussi un acquis du droit international consacré par les instances internationales habilitées. L'Assemblée générale de l'ONU, en 2003, je l'ai dit au début, et le Conseil de sécurité, en 2014, ont voté des résolutions consacrant l'obligation de commémoration pour tous les États membres de l'ONU. Nous voyons près du Rwanda des actes de reprise du génocide sur le même groupe ethnique Tutsi et Banyamulenge, en République démocratique du Congo, sur l'ordre du pouvoir. Des actes d'appel à la haine et d'incitation directe et publique à commettre le génocide sont lancés par des officiels. Ils se propagent au vu et au su du monde entier, en violation totale des dispositions de la Convention sur le génocide. Le présent colloque vient donc à point nommé pour s'y plonger et montrer que l'obligation de prévention du génocide dont se vantent certains États doit être réellement traduite dans la matérialité des faits, pas dans des discours vides. En deuxième lieu, l'importance de ce colloque réside dans le constat montrant la mansuétude que des États et organisations internationales et leurs services, comme la MONUSCO, accordent aux groupes génocidaires, les FDLR. Ce groupe, constitué d'éléments coupables de génocide, est recru et ouvertement condamné par l'ONU dans différentes résolutions. Or, ce même groupe terroriste est aujourd'hui toléré et sanctifié par les mêmes instances. L'aveuglement va jusqu'à inclure les FDLR dans l'armée régulière congolaise, à côté des milices Wazalendo, rappelant les Interahamwe et Impuzamugambi de triste mémoire au Rwanda. La sympathie criminelle va jusqu'au point de tolérer l'emploi des mercenaires européens, agissant impunément sous le regard complice de la MONUSCO. Le Rwanda, dans sa transparence habituelle, les a laissés rentrer tranquillement. La presse occidentale n'a pas du tout parlé de cet événement, alors que l'usage des mercenaires est interdit par les conventions de Genève du 9 août 1949 et les protocoles additionnels du 6 juin 1977. 31 ans viennent de s'écouler sans que la même communauté internationale, jadis coupable de l'abandon du Rwanda, ne dit aucun mot quant au sort des réfugiés congolais chassés de chez eux par les FDLR depuis juillet 1994. Plus de 900 000 réfugiés congolais, Tutsis, ont quitté leur pays, leur territoire, leur domicile et résident dans des camps au Rwanda, en Ouganda et dans différents pays à travers le monde. Les crimes qu'ils ont subis sont mondialement connus, mais restent impunis.
Peut-on alors dire que le génocide des Tutsis a appris quelque chose à la communauté internationale? C'est une bonne question à laquelle cette conférence doit faire le débat. Pour mieux se dédouaner, certains États et organisations internationales, comme le Conseil de sécurité de l'ONU, le Parlement européen, pour ne citer que cela, ont créé un bouc émissaire qui s'appelle le Rwanda. Le leitmotiv quotidien retenu dans la presse internationale est celui-ci, mouvement rebelle M23 soutenu par le Rwanda. Rien sur les raisons pour lesquelles ce groupe existe et pour lesquelles il se bat. Or, on ne peut pas prévenir un génocide, on ne peut pas mettre fin à un conflit sans en analyser les causes et adopter des solutions propres aux vraies causes. Ces États et organisations ont aussi trouvé des raccourcis avec des mots insensés en l'espèce qui trompent les non-avertis, comme balkanisation, souveraineté, intégrité du territoire, exploitation des minerais, et j'en passe. Ces États feignent d'ignorer que le respect intégral du droit international se trouve dans le respect de toutes les souverainetés nationales, pas seulement uniquement celle de la République démocratique du Congo. Le respect du droit international se trouve aussi dans la neutralisation des FDLR et dans la recherche des solutions définitives permettant au Rwanda d'obtenir le respect de son territoire et aux réfugiés congolais de retrouver pacifiquement et durablement le sol de leurs ancêtres. Voilà une simple analyse que des États ne font pas ou refusent sciemment de faire, mais qui s'impose. Allant vers la fin de mon allocution, qu'il me soit permis de rappeler qu'à la fin du génocide des Tutsis, en juillet 1994, nous avions vu naître l'espoir de plusieurs décisions internationales courageuses qui faisaient rêver un lendemain meilleur. Il y a eu d'abord la création du tribunal pénal international pour le Rwanda, par la résolution 955 du Conseil de sécurité le 8 novembre 1994. Malgré des erreurs et manquements de ce tribunal, nous sommes d'avis qu'il a accompli un travail historique de taille par l'établissement judiciaire de l'évidence du génocide commis contre les Tutsis. En 1999, l'Organisation des Nations Unies a mis en place une commission dirigée par Ingvar Carlsson, ancien Premier ministre de Suède, qui a rendu son rapport le 15 décembre 1999, reconnaissant des manquements graves de l'ONU dans la prévention du génocide des Tutsis. Voici un extrait de ses conclusions. C'est sur le système des Nations Unies tout entier que retombe la responsabilité de n'avoir su ni prévenir ni mettre fin au génocide au Rwanda. La carence première a consisté à ne pas mobiliser les ressources et l'engagement politique qu'appelaient les événements du Rwanda et la présence des Nations Unies dans le pays. Les États membres ont persisté à ne pas témoigner de la volonté politique voulue et à se refuser d'agir de façon suffisamment résolue. Fin de citation. L'Union européenne, l'Union africaine a également créé une commission le 21 novembre 1997, présidée par l'ancien président du Botswana, Sa Ketumire Masire, laquelle a produit en mai 2000 un rapport portant un titre éloquent, je cite, « Un génocide qu'on aurait pu éviter ». Je cite le constat. La vérité qui émerge de notre enquête est indiscutablement que le génocide qui advint au Rwanda aurait pu être évité par ceux de la communauté internationale qui étaient en position et avaient les moyens de le faire. Mais la volonté a fait défaut et non pas les moyens. Le monde a abandonné le Rwanda. Fin de citation. Le 7 avril 2000,
Tout le monde s'en souvient. Nous avions cru à l'ouverture d'une nouvelle page de reconnaissance et de responsabilité lorsque le Premier ministre belge Guy Verhofstadt, au stade Amahoro, prononçait sa demande de pardon en ces termes. Un dramatique cortège de négligence, d'insouciance, d'incompétence, d'hésitation et d'erreur a créé les conditions d'une tragédie sans nom. Et donc j'assume ici devant vous la responsabilité de mon pays, des autorités militaires et politiques belges. Et au nom de mon pays, au nom de mon pays, au nom de mon peuple, je vous demande pardon pour cela. Fin de citation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, malgré ces différents aveux de reconnaissance, de responsabilité, nous observons aujourd'hui une renaissance des mêmes fautes que celles pour lesquelles les États avaient demandé pardon. Nous observons une certaine complicité internationale flagrante et un refus troublant de prévention d'un génocide en cours en République démocratique du Congo. C'est comme si les leçons que le monde avait tirées du génocide des Tutsis n'ont plus de raison d'être. Nous ne pouvons pas observer la renaissance d'une idéologie récurrente de banalisation du mal et entrer dans la période de commémoration du génocide des Tutsis, le dernier du XXe siècle, sans nous interroger sur les mobiles de son existence et les voies et moyens de le combattre et de le vaincre, en regardant le passé, le présent et le futur. Je vous souhaite des travaux fructueux au long de cette conférence.